Alors maintenant, on va se poser la question de la base de connaissances, parce que c'est super hein, de trouver des pépites d'informations, mais à un moment donné, il faut la classer cette information si on veut la conserver. Donc là, je vous conseille d'utiliser Evernote hein, pour commencer. Evernote, c'est un gros avantage, c'est que c'est simple à utiliser. Qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être informaticien pour pouvoir utiliser ça, que c'est gratuit, dans les comptes gratuits vous permettent largement de stocker de l'information et de structurer une veille de qualité. Et c'est une boîte suffisamment grosse pour que le service ne disparaisse pas demain. Ça, c'est une vraie problématique. C'est une boîte américaine, par contre. Donc, si vous stockez des informations d'intérêt national, c'est clairement pas le meilleur endroit pour pouvoir les stocker. Mais si vous stockez des informations qui ne sont pas d'intérêt national, dans ces cas-là, le gouvernement américain n'en a rien à faire. Et voilà, il faut aussi raison garder, hein, c'est-à-dire que effectivement, le gouvernement américain a le droit d'explorer les serveurs de toutes les boîtes américaines depuis le 11 septembre. Hein. Et il s'en prive pas du tout, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas très très innovante, il se trouve que je travaille aussi avec des boîtes très innovantes. Hein. Et là, pour le coup, très clairement, dans l'aérospatial, quand on est sur des problématiques de brevets, quand on est sur des problématiques vraiment d'innovation, on ne va pas utiliser ces outils-là. Mais si on n'est pas sur des problématiques, ces problématiques très fines, il n'y a aucun problème, quoi. Pour une veille concurrentielle de la plupart des entreprises, ça suffit et ça permet, encore une fois, facilement de débuter, de mettre le pied à l'étrier, de stocker l'information et puis, tout bêtement, de préparer son week-end ou ses vacances. Ça a l'air bête comme ça, hein, mais je vous recommande d'utiliser cette solution-là pour préparer votre week-end, votre prochain week-end familial ou en amoureux, parce que vous allez acquérir une compétence qui est à travers ma recherche de chambres d'hôtel et d'activités, je vais stocker ça dans mes classeurs et potentiellement je vais partager ça avec mes amis ou ma compagne avec qui je pars en vacances. Et finalement, cette compétence que vous allez acquérir en vous amusant, ou en tout cas en faisant quelque chose pour lequel vous êtes extrêmement motivé, préparer votre prochain week-end, cette compétence-là, vous allez pouvoir la transposer quasiment à l'identique dans votre univers professionnel. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en mesure de progresser en matière d'usage du numérique. Et il y a des usages qu'on va utiliser à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Donc voilà, Evernote, typiquement, c'est suffisamment ludique et facile à utiliser pour correspondre à ça. Donc déjà, je crée mon compte. Et ensuite, je vais pouvoir, pour pouvoir utiliser Evernote, je vais pouvoir consulter les informations que j'ai stockées dans Evernote. Je vais avoir besoin de me connecter sur le site. Typiquement, voilà l'interface qu'il peut y avoir. Donc, vous avez toute votre arborescence de dossiers. Je vais vous remontrer ça un peu plus en détail. Là, on ne voit pas très bien par rapport au vidéoprojecteur. Donc là, j'ai tous mes dossiers de classement. Alors, il se trouve que moi, comme je fais de la veille sur pas mal de sujets liés au numérique, j'ai beaucoup de dossiers de classement. Quand vous allez commencer, ça sera une coquille vide. Et je vous conseille chaudement de ne pas avoir trop de dossiers. Encore une fois, la question du périmètre de veille. Et il vaut mieux commencer petit, par des objectifs qui soient simples, que d'avoir une coquille vide, une énorme usine à gaz avec plein de dossiers vides, et finalement pas vous en sortir. Et finalement abandonner le processus de veille parce que justement c'est une usine à gaz qui ne correspond pas à vos besoins. Progressez pas à pas, allez-y doucement, quoi. Donc vous avez l'ensemble des dossiers dans lesquels vous rangez l'information. Si je me positionne sur un dossier en particulier, je vais avoir tous les titres des articles que j'ai stockés. Et là, si je clique sur un article en particulier, eh bien, j'ai l'article qui ressort que je vais pouvoir consulter. Un point intéressant par rapport à Evernote, c'est que si vous stockez des informations qui proviennent par exemple d'un site de presse
qui rend inaccessibles ces articles au bout d'une semaine. Souvent, les Échos, par exemple, Le Monde, les grands journaux laissent une partie du contenu accessible pendant quelques jours, et ensuite, il faut être adhérent payant pour pouvoir y accéder. Là, ce qui va être bien par rapport à Evernote, c'est que vous allez pouvoir stocker l'intégralité du contenu dans votre base de connaissances, et même quand le contenu ne sera plus accessible sur Internet, vous pourrez toujours y accéder dans votre base de connaissances. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant, ce type d'outil. Et je vais vous montrer ensuite la démarche. Donc la démarche, c'est, dans un premier temps, je trouve une information de qualité. Donc là, on est sur un site Internet que j'ai trouvé à travers des recherches que j'ai pu faire sur Google, ou alors c'est un site Internet que je suis régulièrement parce que c'est une source que j'ai estimée de qualité. Donc voilà, je tombe sur cet article. Je vais commencer par analyser l'information. Donc, toujours les mêmes questions. Est-ce que l'information est fiable? Est-ce que l'information est intéressante? Qui est l'auteur? Quelles sont les sources potentielles de cette information? Et si cette information est effectivement de qualité et que je veux la conserver, eh bien dans ces cas-là, dans mon navigateur, donc là, moi j'utilise Firefox, j'ai installé un petit plugin qui connecte mon navigateur à Evernote. Ce qui fait que j'ai juste à appuyer sur le petit bouton pour que Evernote capture le contenu de la page et le stocke dans ma base de connaissances. Donc sachez qu'installer un plugin sur Firefox, c'est très simple. Peut-être que vous n'utilisez pas Firefox, vous utilisez peut-être Internet Explorer ou Chrome. Dans ces cas-là, je vous conseille de passer sur Firefox. Alors pourquoi? Parce que Chrome, effectivement, c'est un navigateur performant, mais il donne quand même énormément de données de navigation à Google. Et à un moment donné, on est bien gentil, mais nos données personnelles, faut aussi les garder, quoi. Firefox est plus respectueux de votre navigation. Avec des qualités qui sont similaires en termes de navigateur. Internet Explorer, ouais, passer sur un autre navigateur, passer sur Firefox, c'est mieux. Et en plus, vous allez pouvoir très facilement installer le plugin Evernote. Et je ne crois pas qu'il soit disponible pour Internet Explorer. Donc, j'appuie sur mon petit bouton de capture d'article. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, encore une fois, dans mon navigateur. Et je vais pouvoir lui dire soit de capturer effectivement l'intégralité de l'article, soit juste de faire une capture d'écran. Et ensuite, je vais pouvoir l'organiser, c'est-à-dire que je vais lui dire de le mettre dans tel ou tel classeur. Donc là, en l'occurrence, alors c'est des classeurs que j'ai prédéfinis. Ça, c'est important de bien comprendre. Dans Evernote, j'ai organisé mes classeurs. Et ensuite, quand je suis face à l'information, je peux comme ça dire ça va aller se ranger dans ce classeur-là. Donc là, en l'occurrence, cet article-là, il traitait de robotique, c'est un des sujets que je suis. Donc je le range directement dans cette rubrique. Et par la suite, ça c'est la capture qu'on avait tout à l'heure, eh bien, je vais pouvoir consulter mon information. Et là, vous voyez, je fais une chose supplémentaire dans ma base de connaissances. C'est que je vais, sur cet article-là, typiquement, qui traitait de mini-voitures comme alternative aux drones pour les livraisons, donc c'est un sujet qui est intéressant, mais qui soulève des questions. Et typiquement, par rapport à cet article-là, j'avais un certain nombre de questions, il y a des problèmes qui sont liés à ce type de solution-là. Donc les enjeux, c'est la livraison du dernier kilomètre, qui en termes de logistique, alors c'est pas votre filière, mais voilà, sachez que la livraison sur le dernier kilomètre, c'est la partie la plus coûteuse dans toute la chaîne logistique, et c'est quelque chose de complexe, mais c'est un peu aussi le Graal, c'est-à-dire que les gens qui seront en mesure d'apporter des solutions de qualité dans la livraison du dernier kilomètre dans les zones urbaines denses deviendront extrêmement riches. Donc il y a des tas d'entreprises qui planchent sur la question. Surtout si on est en mesure de faire baisser les coûts. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, ça c'est l'enjeu. Par contre, les problèmes liés à cette solution, ça va être, il y a des freins juridiques importants. Ce truc-là, ça roule à 6 km/h, et 6 km/h, c'est pas assez rapide pour pouvoir rouler sur la route, et c'est compliqué de faire rouler un machin comme ça sur des trottoirs. Donc on a aussi des problèmes d'infrastructure qui font que cette solution-là, elle est quand même pas forcément pérenne. Donc moi je vous conseille, par rapport à un article que vous lisez,
d'enregistrer comme ça les 2-3 points à chaud qui vous viennent sur cet article. Alors pourquoi faire ça? Parce que en faisant ça, vous vous appropriez l'information. Ce que vous ne devez pas faire dans une démarche de veille, ou le faire le moins possible, c'est collectionner des informations que vous ne lirez jamais, en vous disant « Ah, cet article a l'air pas mal, je le lirai quand j'aurai le temps ». Si vous faites ça, sachez que la plupart du temps, vous allez collectionner de l'information que vous ne consulterez pas. Et quand finalement vous aurez le temps, eh bien vous allez trouver ça chiant. Parce que, oh là là, c'est long, c'est bref. Donc le mieux, c'est de faire un petit peu moins de veille, mais de lire réellement les articles. Que vous, quand vous décidez de faire de la veille, lisez effectivement les articles et enregistrez vos informations, les informations qui vous semblent importantes, faites quelques copier-coller, ça c'est important, mettez-le comme ça en haut de page, et comme ça, vous allez pouvoir en plus avoir une autre approche qui est extrêmement performante, c'est que quand vous allez naviguer dans votre Evernote et parcourir des articles que vous allez stocker, vous n'allez pas relire les articles, vous allez relire ce que vous avez noté à chaud. Et comme ça, vous allez avoir une réminiscence, parce que notre mémoire aussi fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voyager dans l'information que vous stockez à travers le temps, et vous allez comme ça avoir des flashbacks. Tiens, ça c'est une information que j'ai stockée l'année dernière, je relis 2-3 points, et d'un coup j'ai l'ensemble de l'article qui me revient en tête. Et c'est une expérience qui est assez intéressante à mener, hein, intellectuellement parlant, mais ça nécessite quand même de se faire comme ça ces quelques listes à puces. Et quand même, comme il faut savoir gagner du temps à un moment donné, ce que je vous conseille, c'est de mettre pas plus de 5 points par rapport à un article. Essayez vraiment de garder 3, 4, 5 points maximum qui vous semblent importants. Et ça va être donc l'intérêt, il y a 2 intérêts par rapport à ça. C'est donc pouvoir naviguer dans l'information que vous stockez, vous remémorer des volumes d'informations très importants. Et aussi, justement, quand vous faites ça, moi je fais ça à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, hein, je relis mes points par rapport à différents sujets que je peux suivre. Et du coup, je vais avoir d'un coup 6 mois d'informations sur un sujet donné par rapport à la robotique. Et donc ça va me permettre d'acquérir du recul sur le secteur d'activité que je suis. Parce que en fait, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à être focalisé dans les flux d'informations, dans l'immédiateté. Sauf que la valeur ajoutée dans le traitement de l'information, eh bien, elle se fait dans votre capacité à mettre en lien des informations à travers le temps. Parce que le monde n'est pas fait d'immédiat. Le monde est fait de plein de phénomènes qui se déroulent à des moments différents. Et un phénomène qui s'est déroulé il y a 6 mois va entrer en résonance avec un autre phénomène qui va se dérouler 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois plus tard. C'est particulièrement vrai, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets, parce que ça peut paraître un peu fouillis. Quand on suit par exemple des activités industrielles, une usine, ça ne sort pas en un mois. Donc typiquement, dans les informations clés que j'ai pu sortir sur des problématiques industrielles, des géants comme Samsung ou comme Foxconn, c'est le sous-traitant d'Apple sur la fabrication des iPhones, eh bien, ils ont décidé de passer dans les 10 prochaines années sur des usines entièrement automatisées. Et sachant que ça s'inscrit dans toute une chaîne d'information depuis à peu près une dizaine d'années, liée à la robotisation des entrepôts, l'automatisation des chaînes de production. C'est lié à des processus d'information, à des maturations technologiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc pour pouvoir comprendre finalement ce phénomène complexe qui est la transformation industrielle, eh bien, il va falloir être en mesure de mettre en lien une information à un instant T par rapport à des informations parfois assez éloignées. Et du coup, en faisant ça, on est capable d'anticiper l'avenir. C'est-à-dire que, typiquement, par rapport aux informations que j'ai stockées sur la production industrielle dans les domaines du hardware, donc des technologies numériques, eh bien, il y aura un problème d'emploi en Chine dans les années, un problème de chômage en Chine dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui, en plus, ne sont pas des travailleurs ouvriers, hein, c'est des travailleurs qualifiés, hein, pas de niveau ingénieur, mais de niveau intermédiaire, qui vont se retrouver sans travail d'ici 10 ans. Et ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes. Et donc, ça va poser des problèmes sociaux, typiquement. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, comme ça, anticiper en ayant une analyse des marchés sur le long terme.
Bon, alors, vous n'êtes peut-être pas sur des problématiques de ce type-là, mais sachez que voilà, c'est des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire en gagnant beaucoup de temps quand on a la méthode. Donc, voilà, ce qu'il faut garder en tête par rapport à des articles, stocker 2-3 points pour résumer. Et puis, étape 4, organiser la diffusion des informations de qualité. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence, c'est pas de garder ces petites informations dans son coin. C'est d'envoyer la bonne information aux bonnes personnes au bon moment. Et typiquement, y compris dans des boîtes, les chefs d'entreprise, particulièrement dans des grosses boîtes, ils ont souvent un problème. C'est qu'ils vont être coupés de toute une partie de la base. Et donc, c'est dommage parce que c'est eux qui prennent des décisions stratégiques souvent. Et le problème, c'est qu'il y a toute une partie de la matière grise dans leur organisation qui leur échappe totalement. Donc un des enjeux typiquement dans une entreprise, ça va être de faire remonter, d'avoir une petite équipe de gens qui font un peu de recherche. Et quand on a de l'information de qualité, systématiquement se dire, bon, ben, dans notre équipe, on trouve une info et on se fait une petite réunion toutes les semaines ou tous les mois pour faire le point sur les infos qui sont pertinentes. Ça a l'air tout bête comme ça, parce qu'effectivement, ça l'est. C'est une petite réunion autour de la machine à café, une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, si vous avez besoin de faire beaucoup de veille. Moi, typiquement, dans mon service, c'est à peu près ça qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de veille, on est plusieurs personnes. J'ai 3 collaborateurs avec qui je travaille, où on fait de la veille régulièrement, et donc on partage comme ça autour d'un café, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ça suffit. Ça suffit pour pouvoir déjà nous motiver aussi. C'est-à-dire, ah ouais, tiens, j'ai trouvé ça, on en discute, on n'a pas l'impression d'être tout seul dans son coin à aller chercher de l'information, on la partage. D'ailleurs, on ne partage pas que des informations à haute valeur ajoutée. On partage aussi des informations complètement débiles, genre des vidéos de chats, des trucs comme ça. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partager des vidéos de chats systématiquement à la machine à café, mais voilà, il faut aussi à un moment donné se déstresser, quoi. Autre point aussi qui est important quand on parle de veille, il faut bien comprendre que c'est absolument impossible de récupérer toutes les informations à valeur ajoutée liées à un marché. Si vous essayez de faire ça, vous allez devenir fou. Parce qu'il y a trop d'informations, tout simplement. Donc l'enjeu, c'est pas de tout récupérer. L'enjeu, c'est de récupérer quelques pièces qui soient suffisamment en avance par rapport à d'autres personnes. Et puis les informations importantes que vous allez rater, rassurez-vous, si elles sont vraiment importantes, elles vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir par un autre canal. Soit par un collègue qui va vous la donner au cours d'une discussion, justement, ces fameuses discussions de machine à café, soit à travers des discussions que vous pouvez avoir avec des partenaires, avec des clients, soit à travers des médias plus généralistes, à travers des émissions à la radio, à la télé ou dans la presse, quoi. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Les informations vraiment importantes finissent par revenir par effet boomerang. Mais si vous êtes en mesure de capter des informations importantes avant les autres, ça va vous permettre quand même de gagner en valeur ajoutée, en expertise, et ça c'est quand même intéressant aussi. Donc voilà pour les techniques de structuration de l'information. Je vais vous montrer quand même, on va aller voir un peu à quoi ressemble Evernote, concrètement. Des questions déjà à ce niveau-là? Pas de questions? La plus grosse question, à mon avis, c'est sur la confidentialité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? C'est-à-dire, par rapport à quoi? En fait, par rapport à des sujets sensibles, clients notamment, éviter de mettre sur ce genre de plateforme, qu'est-ce qu'on peut stocker dans Evernote par exemple? Oui. C'est ça votre problématique? Ça dépend si vous êtes vous êtes effectivement dans la finance de projets innovants, c'est ça? Non, pas dans la conception de produits, mais on est amené à traiter des sujets qui sont confidentiels, stratégiques pour les clients. Alors si c'est des sujets qui sont stratégiques, pas uniquement pour les clients, mais pour l'État ou pour des grosses multinationales, effectivement vous pouvez avoir un risque. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de risque. Donc voilà. Et si c'est le cas, par contre, dans ces cas-là, il y a d'autres solutions. On ne va pas utiliser Evernote, on va mettre en place son propre système équivalent, mais les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, faut garder aussi la mesure du problème. C'est-à-dire que je travaille sur des problématiques d'intelligence économique sérieuses, mais
le principe de base, c'est ne pas tomber dans la surqualité. D'ailleurs, on va se dire, effectivement, il peut y avoir un souci à ce niveau-là et évaluer finalement le risque par rapport à l'opportunité d'avoir une base de connaissances, quoi. Si le risque est très faible, dans ces cas-là, on peut y aller. Si le risque, effectivement, est très élevé parce que vous avez des projets hyper stratégiques, pas uniquement pour les clients, mais à une échelle beaucoup plus large, là, effectivement, la question peut se poser. Mais voilà, il faut raison garder. En termes de support, on peut tout mettre, de la vidéo YouTube Alors, c'est un des soucis d'Evernote, c'est qu'il n'avale pas de vidéo YouTube. Par contre, vous allez pouvoir mettre des liens vers des vidéos YouTube, aucun problème. Ce qu'il est capable d'avaler aussi, alors vous pouvez mettre vos vidéos dessus, sauf qu'une vidéo, ça pèse vachement lourd. Donc c'est pas une bonne idée, et si vous voulez comme ça pouvoir héberger des contenus beaucoup plus lourds, le compte gratuit ne suffira plus. Parce que finalement, qu'est-ce que permet le compte gratuit ? Il permet d'envoyer 50 mégaoctets par mois d'informations dans Evernote. Donc quand on envoie du texte, 50 mégaoctets, aucun problème, parce le contenu d'une page HTML, le contenu d'une page web, ça pèse rien du tout, ça pèse quelques kilooctets. Donc vous allez pouvoir, j'ai pas fait le calcul, mais vous allez pouvoir stocker des centaines d'informations par mois, sans aucun souci, sans dépasser la limite des 50 mégas. Par contre, si vous stockez des PDF par exemple, un PDF un peu gros va dépasser les 10 mégas, parfois 15, 20 mégas. Si vous stockez des PowerPoint, c'est des choses qui sont envisageables. On peut envoyer de la donnée. On n'est pas obligé que de capturer des pages, d'ailleurs. On peut aussi créer ses propres notes dans Evernote ou télécharger des PowerPoint. Donc rien ne vous empêche de faire ça. Mais par contre, dans ces cas-là, vous aurez besoin de passer sur un mode payant. C'est pas très cher, mais c'est ça c'est la limite de poids du contenu. Donc ça avale les PDF, ça avale n'importe quel type de fichier, de vidéo, médias, PowerPoint, mais dans ces cas-là, on dépasse rapidement la limite de poids du compte gratuit. Et la différence avec Peertree ? Alors, Peertree, ça fait pas du tout la même chose pour le coup. C'est une sorte de favori amélioré. Alors que là, on n'est pas du tout dans du favori amélioré, on stocke l'information. Donc, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est que Peertree, c'est des arbres visuels qui vont vous permettre de dire ce site web-là va être attaché par rapport à un thème. Imaginons le cheval, on va voir ce site web-là, ce site web-là, ce site web-là, ce site web-là. Et comme ça, on va pouvoir organiser visuellement un répertoire de sites internet. Donc c'est pas exactement le même service, l'un n'empêchant pas l'autre. Mais typiquement, là, on va stocker de l'information et on va organiser l'information. D'autres questions ? Pas d'autres questions sur le stockage de l'information. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble Evernote au niveau de l'outil. Quand je me connecte dessus, hop là. Alors sinon, un autre outil qui peut être intéressant, si vous voulez uniquement diffuser de la veille. C'est-à-dire, vous ne voulez pas stocker de l'information de manière privative. Vous voulez uniquement partager une collection d'informations, un peu comme Peertree, mais avec plus seulement des liens vers des sites web, mais vraiment vers des pages. Il y a une solution qui s'appelle Scoopit, qui est plutôt pas mal. Mais j'ai choisi de vous présenter Evernote parce que Evernote va vous permettre vraiment de structurer une veille professionnelle. Scoopit, c'est plus du marketing de la veille, quoi. C'est partager à son réseau des données. Puis il y a un autre problème par rapport à Scoopit, c'est que c'est une solution, c'est une start-up qui n'a pas de modèle économique vraiment, quoi. Donc on ne sait pas si ça sera pérenne dans le temps, quoi. Et en plus, pour connaître un peu l'équipe qu'il y a derrière, leur objectif c'est très clairement de vendre la start-up le plus vite possible. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément un bon signal pour sachant que structurer une veille, c'est quand même quelque chose qui va avoir de la valeur de plus en plus. C'est-à-dire que vous mettez de l'information à valeur ajoutée dans des coffres, grosso modo. Si demain les coffres disparaissent, vous avez perdu quand même pas mal de temps et d'énergie.
Donc vous avez quand même intérêt à trouver une solution qui soit un peu pérenne dans le temps. Et c'est vrai qu'Evernote, pour le coup, c'est une très grosse boîte qui a un vrai modèle économique, qui gagne de l'argent, et aujourd'hui ils en sont à plus de 400 millions de levées de fonds, ils ont leur propre serveur. Il y a quand même un certain nombre de garanties qui fait que ça disparaîtra pas du jour au lendemain, Evernote, quoi. Est-ce qu'il y a des moyens d'aspirer, par exemple, le contenu d'un dossier Quand vous n'êtes pas... sur Evernote c'est très clairement pas des moyens qui sont à la portée du premier venu, hein. C'est pas impossible, c'est-à-dire que si vous êtes un hacker chevronné et que vous prenez le temps... Soit se faire une sauvegarde à un moment donné, ou faire un import de l'ensemble de notes. Ah, vous voulez dire sortir toutes les données? J'ai archivé tout un dossier sur un domaine, et je veux le conserver sur votre propre ordinateur. Sur mon propre ordinateur. Alors, il y a la possibilité d'installer le logiciel Evernote, c'est-à-dire que là, on est en ligne, mais il y a la possibilité de les avoir hors ligne. Par contre, il n'y a pas la possibilité de sortir du système, c'est-à-dire je prends toute l'architecture et tout le contenu pour l'injecter dans notre système. Il n'y a pas de stratégie de sortie, quoi, concrètement. Donc, si on veut, parce que c'est pas impossible, encore une fois, hein, il y a d'autres solutions qui peuvent exister, hein, pour structurer des bases de connaissances. Mais dès lors qu'on veut passer sur des solutions plus élaborées, qui soient en propre, qui soient 100% à nous, déjà, c'est pas du tout les mêmes projets. C'est des projets d'entreprise, de plateformes de médias, quoi, concrètement. Donc c'est pas impossible, mais le ticket d'entrée est de plusieurs milliers d'euros, quoi. Donc voilà. Donc là on est dans Evernote, hein, et vous voyez donc là j'ai toutes mes notes ici, et puis je vais comme ça pouvoir fonctionner par classeur. Là ce que je vous conseille comme différents classeurs, alors vous voyez j'ai mis des numéros, c'est-à-dire que en 0,1 j'ai toute ma veille professionnelle, et avec des classeurs par thématique. En 0,2 j'ai une partie de ma veille personnelle qui correspond à des centres d'intérêt, mais qui sont moins stratégiques. Alors en 0,3, ça c'est un point intéressant, parce qu'il se trouve que, en tout cas dans mon métier, le numérique implique des compétences qui évoluent très vite. Et donc j'ai besoin de me former très régulièrement sur des nouvelles technologies, sur des tas de sujets, quoi. Et donc je stocke des tutoriels, des articles par rapport à telle ou telle technologie. Donc ça c'est un point intéressant aussi, hein. Si vous êtes amené comme ça à devoir gérer des évolutions dans vos compétences, et qu'il y a des tutoriels, qu'il y a des ressources en ligne qui sont dédiées à l'évolution de ces compétences, ça vaut le coup de se faire un classeur compétences. Comme vous pouvez le constater, j'ai aussi un classeur loisirs qui va traiter de cuisine, qui va traiter de sport, hein. J'ai typiquement appris à nager le crawl grâce à YouTube, et donc j'ai des petites vidéos comme ça sur des tas de sujets, et j'ai eu aussi un contentieux, j'ai eu une fuite dans mon toit, et donc je stocke ça aussi sur Evernote. J'ai fait des petites recherches pour gérer ce contentieux. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est un peu un mélange de genres, j'ai du personnel et du professionnel, mais tout ça est bien rangé et compartimenté finalement. Donc si je dois créer un nouveau carnet, là vous voyez, je vais aller sur la petite flèche et je vais taper nouveau carnet, et là je vais faire un nouveau carnet par secteur d'activité. Donc là vous voyez, j'ai un onglet secteur d'activité ici, et je vais mettre filière cheval. Voilà. Et donc mon nouveau classeur ici va arriver, voilà, ici. Je vais le faire glisser dans mon classeur filière cheval, dans mon classeur secteur d'activité. Et là, vous voyez, il apparaît dans la filière cheval. Ben, il apparaît il apparaît dedans. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre arborescence. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des étiquettes aux informations, donc ce qu'on appelle des tags. Moi personnellement, j'arrive pas à les utiliser correctement, j'ai trop d'étiquettes, et donc du coup ça fonctionne pas bien. Donc j'ai pas d'astuce à vous donner pour mieux gérer les étiquettes, parce que moi-même il faut que je progresse sur cet aspect-là. Mais sachez qu'avec des classeurs bien organisés déjà, vous allez pouvoir facilement vous y retrouver dans vos informations. Autre point intéressant,
si vous avez un moteur de recherche. Alors le moteur de recherche n'est pas d'une efficacité redoutable. Hein. Typiquement, il n'y a pas de tri il n'y a pas de tri sémantique dedans. Hein. Donc, mais par contre, vous allez pouvoir comme ça. Vous voyez, dans ma veille professionnelle, j'ai tout un ensemble d'articles qui traitent non, c'est ma veille perso. Hop. Dans ma veille professionnelle. Allez. Non, ça c'est les projets. Tac, voilà. J'ai tout un ensemble d'articles qui traitent d'études et de chiffres clés. Donc là, je me rends spécifiquement sur ce classeur et je vais chercher tous les articles qui viennent de la FEVA, donc c'est la Fédération de la vente à distance. C'est un sujet que j'étudie dans le cadre de mon observatoire. Et là, je vais pouvoir retrouver un certain nombre de données de la FEVAD. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des recherches par classeur. Par définition, quand vous vous positionnez sur un classeur, vous avez tous les articles avec le dernier ajouté en haut de la pile. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire des recherches dans le temps, et c'est quand même assez élaboré. Donc c'est un bon moyen d'organiser, de classer ces informations à valeur ajoutée. Et sachez que, ça c'était un autre point aussi, hein, hop là. Là, vous voyez, j'ai un article dans lequel j'ai fait des petites notes. Vous pouvez directement ajouter de nouveaux points. Donc là, par exemple, un nouveau point, voilà. Vous pouvez un peu mettre en forme. Et donc, très rapidement, vous pouvez comme ça ajouter des éléments supplémentaires à un article. Donc, ces fameux points que je vous conseillais d'ajouter, c'est très facile de les ajouter. Et une fois que vous avez fini, vous passez à un autre article et il va conserver les points en question.